Vendredi 7 mai 2021. Mesdames, Messieurs, bienvenue, kiosque. Voici le sommaire. Votre magazine, 45 minutes. Nous allons débattre, nous allons analyser, mais aussi nous allons commenter les grands titres d'actualité ce matin. L'état des sièges, les go devraient être donnés selon les ordonnances présidentielles depuis hier. Les 6, changement des dernières minutes. Constant Ndima n'ira plus en Ituri comme annoncé dans la première ordonnance. Il ira plutôt à Goma comme gouverneur militaire au nord Kivu. John Luboya Kachama, lui aussi n'ira plus à Goma, mais cette fois-ci, il sera en Ituri. Donc, un petit changement des dernières minutes. Alors, les baladeurs, on attendait déjà ces gouverneurs militaires et leurs gouverneurs policiers à Goma, particulièrement dans le nord Kivu et en Ituri. Ces gouverneurs ne sont pas arrivés hier, peut-être qu'ils vont arriver aujourd'hui. Qu'est-ce qui est à la base de ces derniers remue-ménages? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de l'état-major général? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau même de la maison militaire du président de la République? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de l'état-major particulier du président de la République? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau du ministère de la Défense? Ce sont des questions, hein. Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions tout à l'heure. Pendant ce temps, ce sont des anciens président du Parlement, c'est-à-dire Assemblée et Sénat, qui apportent leur soutien à cet état des sièges proclamé par le président de la République. Vous avez vu, commençant par Léon Kengo Wadondo, Thomas Loaka, Olivier Kamitatou, Évariste Bochab, tout comme vous avez suivi l'ancien l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, Obin Minakou. Ils ont fait bloc pour soutenir l'état des sièges décrété par les chefs de l'État. On va parler tout à l'heure. Cette longue liste, en tout cas, cette longue liste avec des parlementaires, vous avez des mandataires, vous avez également des anciens ministres sur le viseur de l'IGF. Ils seront traqués. On tait d'abord leur nom tout à l'heure. Pourquoi publier cette liste aujourd'hui? Est-ce que c'est du chantage? Est-ce que c'est la manière pour l'IGF de pouvoir demander à l'opinion publique de s'approprier cette question de la lutte contre l'impunité? On va en parler également tout à l'heure. Zoé Kabila éjecté hier à la tête de la province du Tanganyika. Les voix s'élèvent pour décrier l'irrégularité dans la démarche. Les droits de la défense n'ont pas été respectés selon certaines personnes. Il fallait laisser le temps à Zoé de pouvoir s'expliquer, lui qui serait, selon certaines sources, bloqué ici à Kinshasa. Est-ce que le PPRD est en train là de perdre petit à petit toutes les provinces? Mais est-ce que vous voyez aussi le PPRD dans cette posture de pouvoir porter la voix de l'opposition pour critiquer, contre-proposer? Est-ce que le PPRD est-il prêt aujourd'hui? Parce que déjà à l'Assemblée nationale, le débat est clos quant à la reconfiguration des différentes commissions permanentes de l'Assemblée nationale, les FCC, ex-FCC, c'est-à-dire les PPRD et certains de ses alliés récupèrent 4 commissions. L'Union pour l'Union sacrée récupère 7, donc les partages de postes est donc terminé et il ne reste qu'aux délégués et de ces différents groupes politiques à l'Assemblée nationale de pouvoir proposer ceux qui vont diriger ces commissions permanentes. Merci à vous, madame, messieurs, vous qui regardez Kiosque, de votre fidélité. Moi, je me sens là, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Question directe, réponse directe. Le PPRD fera une bonne opposition, oui ou non? D'abord, il faut dire que le PPRD en tant que parti politique pose problème. Ce n'est pas un parti politique en tant que tel, c'est beaucoup plus un fan club. Donc voilà, c'est l'autorité morale, tout c'est signé comme ça. Donc le PPRD n'a jamais eu l'occasion d'être vraiment un parti politique. Je crois que c'était peut-être le moment, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faudrait que ces partis-là, s'ils veulent avoir de l'avenir demain, il doit se refaire. Se refaire, ça veut dire quoi? Il doit se départir de l'autorité de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui ont laissé et sur la voie de la retraite pratiquement.
Donc, je ne vois pas pourquoi le PPRD peut s'encombrer d'une personne qui ne peut plus postuler comme président de la République, qui n'est plus compétiteur. Donc, je crois que c'est... Est-ce que les problèmes, c'est le PPRD ou bien les problèmes, c'est lui-même, peut-être selon vous, Joseph Kabila, qui devrait aussi comprendre les choses et demander à ses amis du PPRD de se choisir un autre leader sous peut-être son encadrement? En principe, les deux, c'est comme je venais de le dire, le PPRD doit apprendre à se refaire. Se refaire sur quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il se débarrasse de Joseph Kabila, qui peut rester peut-être un président d'honneur, je ne sais pas si ça pourrait être le cas, mais il faut dire que ça n'est fini avec Joseph Kabila sur le plan politique, ça il faut le dire, et que le PPRD doit trouver un nouveau patron qui puisse mener la barque, sinon aller avec Joseph Kabila, c'est un peu comme Mobutu après le 20 avril 1990, Mobutu qui s'est dit qu'il prend congé du impère, et Mobutu qui revient le soir même du 20 avril, et voilà comment Mobutu a sombré avec l'impère qui était devenu fait privé, mais il a sombré avec l'impère qui était devenu fait privé parce qu'il n'a pas compris que les glas avaient déjà sonné. Donc c'est la même chose avec Joseph Kabila. Il n'a pas compris qu'en ayant épuisé ses deux mandats constitutionnels, il devait carrément se mettre de côté et donner la chance aux autres de pouvoir mener ces partis politiques. Allez, moi je pense pas le cas. Moi je pense que la difficulté peut-être pour le PPRD et pour ceux qui ont géré il y a 18 ans, c'est pas que ils viennent à peine de quitter le pouvoir il y a 2 ans, ils ne peuvent pas s'ériger aujourd'hui, tout en étant dans l'opposition, en donnant des leçons. C'est pas ça la grande difficulté? Non, non, mais d'abord il faut dire qu'ils n'ont pas travaillé à la relève. Et ça, il faut le dire. Ils n'ont pas travaillé à la relève, que Joseph Kabila n'a pas travaillé à la relève. Il a travaillé pour un Kabila éternel au pouvoir, parce que si la mayonnaise avait pris avec le changement de la Constitution, il a essayé depuis 2014 jusqu'en 2018, il n'a pas pu. Mais s'il avait réussi à bouger quelques phrases de la Constitution et avoir un 3e mandat, bon, je crois qu'il avait pensé que les choses continueraient. Donc la grande brouesse du peuple congolais et de la classe politique, surtout de l'opposition, les autres forces politiques, c'est d'avoir empêché Joseph Kabila, contrairement à d'autres pays en Afrique, pour postuler pour le 3e Alors, est-ce que le jeu démocratique va très bien se jouer à armes égales devant une union sacrée qui fait bloc autour du président, mais en face, vous n'avez pas une opposition comme on l'a vu en 2006 avec les MLC face au PPRD, en 2011, les MLC et l'UDPS à l'Assemblée contre le FCC? Comment ça va se jouer? Parce qu'il faudrait avoir en face d'un pouvoir une opposition qui critique, mais qui propose aussi. Oui, ça c'est le classique, hein? Mais il faut dire que, même si on ne le dit pas, nous sommes dans une phase de transition en politique, ça, il faut le dire. Donc vous venez d'un régime fort, tenu par un homme fort. Il y a eu bien sûr cette alternance, mais il signe pratiquement une certaine transition, parce qu'on quitte d'une époque à une autre. Donc je suis sûr que d'ici là, il y aura reconfiguration du paysage politique. Même certaines personnes qui sont autour, qui sont dans l'union sacrée aujourd'hui, ils vont prendre au fur et à mesure que nous allons aller vers les élections, ils vont prendre aussi des distances vis-à-vis peut-être du Tshisekedi. Et les gens qui sont avec Kabila aujourd'hui, qui sont restés fidèles à Kabila, il y en a qui vont prendre des distances vis-à-vis de Kabila. Donc je suis sûr qu'il y a certaines forces qui vont se constituer au fur et à mesure qu'on avance vers 2023. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans une transition politique. Je crois que ce qui est important pour le moment, c'est de respecter les règles du jeu qui sont consignées dans les textes. Très bien. Mais là, ils acceptent à l'Assemblée nationale de prendre des postes et d'évoluer à l'opposition, mais ils ne jouent pas le rôle de l'opposition. Bon, ils n'ont pas été moulés pour jouer à l'opposition.
Ici, il y a un... Non, ils sont nés dans la bourgeoisie. Nés et grandis dans la bourgeoisie. Ils sont ici dans un cas de force. Ils ont été obligés d'être dans la situation... Une opposition de fait. Qui est la leur aujourd'hui. Donc, c'est juste une façon protocolaire de jouer la politique. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est ça la grande difficulté, hein, quand un parti qui est né au pouvoir, qui passe plus de 20 ans au pouvoir et qui bascule dans l'opposition, les gens ne s'étaient peut-être pas préparés à jouer cette opposition, comment manifester. Il y a la question du RAM, les voix s'élèvent, mais au PPRD, on est dit non, c'est comme si cette question du RAM ne concernait pas les militants du PPRD. Tout ce qu'il y a comme problème d'insécurité à l'est du pays, ça ne met pas les gens du PPRD, pas d'interpellation, pas de motion. On va peut-être voir comment ce jeu démocratique va se jouer. Mais l'autre point de cette question du PPRD et ceux qui sont restés fidèles à Joseph Kabila, c'est ces gouverneurs qui partent un après l'autre. Non, mais la situation est normale. Je crois que j'avais toujours dit sur ce plateau qu'il y avait déjà une confusion de le départ, parce que ça commençait avec Kabila lui-même. Kabila lui-même a pensé qu'il fallait que les majorités au niveau provincial coïncident avec la majorité au niveau national. Oui. Alors que le problème au niveau des provinces sont parfois spécifiques et ils peuvent faire que certaines forces qui sont en coalition ou qui ne sont pas en coalition au niveau national, mais les soient au niveau provincial. Et j'avais toujours donné, par exemple, l'exemple de la France. Il y a eu même aussi l'exemple des États-Unis, où vous avez un président, mais peut-être beaucoup d'États sont entre les mains de tenants du parti adverse. En France, on a eu, par exemple, tous les départements. Vous avez un président de gauche, mais vous avez presque tous les départements à droite. Donc cela ne gênait en rien la politique au niveau national. Et c'était normal parce qu'au niveau de la base, des problèmes sont spécifiques. Mais ce sont les mêmes recettes utilisées hier par Kabila, qui, à l'époque, je crois en 2007, les MLC n'avaient qu'une seule province, l'Équateur. Kabila est allé même prendre cette province entre les mains du MLC. Nous utilisons les mêmes recettes, malheureusement. Non, je n'ai pas terminé. Ici, c'est un mouvement qui doit aller jusqu'au bout. Donc il y a une onde qui est en train de partir et doit arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire que, comme autrefois, vous avez presque tous les gouverneurs qui étaient du FCC ou du camp Kabila. Aujourd'hui, que la configuration politique a changé au niveau national, donc il est normal qu'il y ait dans les assemblées provinciales qu'il y ait un mouvement qui fasse que le gouverneur au niveau d'assemblée provinciale, tout le monde fasse un effort pour coïncider politiquement avec le pouvoir au niveau central. Ce qui n'a peut-être rien à voir avec la problématique de gestion ou de détournement qu'on reproche, par exemple à Zoé ou à tel ou tel gouverneur. Il peut y avoir... Non, je dis que d'abord c'est un cycle qui devait se terminer, ça c'est un fait. Ça ne prend pas en compte les problèmes de gestion. Pas nécessairement. Parce que si on veut parler de gestion, Ngobila peut-être ne serait pas gouverneur de la ville. C'est un fait. Donc pas nécessairement. Pas nécessairement. Très bien. Merci beaucoup à vous, très cher Moïse. Vous êtes d'ailleurs le Moïse de l'émission d'aujourd'hui, sinon on allait rater cette émission. Mais vous êtes aussi d'avis que le droit à la défense n'a pas été respecté. Hein. Comment vous faites une motion contre un gouverneur, lui-même il n'est pas là, semble-t-il bloqué à Kinshasa. Zoé aussi, j'ai les numéros de tous les gouverneurs, sauf celui de Zoé. Je les cherche pour avoir son son de cloche. C'est vraiment des gens difficiles même pour qu'ils donnent même son... Bon, c'est difficile. D'abord, je voudrais qu'on se mette d'accord d'emblée. Je suis contre toute illégalité, toute irrégularité, d'où qu'elle vienne. Ça, c'est le principe. Mais, d'autre part, il faut se dire aussi que ce que nous voyons dans nos assemblées provinciales, dans nos provinces et consorts, c'est à l'image même des gens qui font partie de ces institutions. Ah oui. On a voté pour qui dans ces institutions? Comme gouverneur, comme député provincial. Et ce n'est que normal que nous vivions ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que ces gens-là connaissent réellement leur mission? Comment Kabila? Est-ce que ce n'est pas Kabila qui a lâché son jeune frère? Non, après tout, il y a aussi, je crois que je vais y arriver.
Mais quel est aussi le profil de Zoé et son sosie Maouéja? Donc c'est ça tout le problème. Quel est le profil de Zoé? C'est le sosie de Maouéja. Oui. Oui. Donc, quel est le profil de Zoé? Je crois que ça fait du bruit parce que c'est le jeune frère à l'ancien président Kabila. Mais en réalité, Zoé, c'est quel profil d'homme? Est-ce qu'il pouvait gagner face à Christian Monde? Mais même on a vu, il a été incapable d'aligner même 5 mots dans une phrase. On l'a vu. Il ne savait même pas de quoi parler et comme ça. Mais malheureusement, nous avons 2 députés qui ont voté pour Zoé Kabila. Est-ce que c'est parce que c'était une compétence? Non. Zoé Kabila, c'est une compétence incarnée dans un homme. Ça, il faut le dire. Et puis, de l'autre côté, ça ne se passe pas seulement chez les cas de Kabila, dans les camps de Kabila. Je dois dire aussi, regretter aussi une décision, les cas de l'UDPS en Mbujimaï. Qu'est-ce que l'UDPS qui a présenté comme candidat gouverneur? En Bandaka aussi, il y a un certain Bobo Bolo aussi, c'est là. Donc, voilà un peu là. C'est ça. C'est ça qui me pousse à me dire... Alors, est-ce que nous avons... Posons cette question d'une manière un peu globale. Peut-être aujourd'hui c'est Zoé, demain ça sera Mouyej Manguez, après demain ça sera Kiaboula. Bon, il semble que Kiaboula a déjà traversé. On met de côté tout ce que Zoé fait. On dit que c'est les grands bâtisseurs, c'est lui qui construit des routes, malgré le fait qu'il n'y a pas de rétrocession. Alors, quand vous chassez un gouverneur qui pose des actes et qui parfois seront mis sous le compte du président de la République, c'est-à-dire que vous voulez avoir quelqu'un qui viendra pour torpiller l'action du chef de l'État? Non, mais d'abord, il faut dire, bon, j'ai suivi, j'ai vu des images avec un Zoé en train de construire ceci, en train de construire cela, mais il faut saluer cela. Avec quels moyens? Les moyens de la police? C'est là où je voudrais en arriver. Mais il faut se demander d'abord que les actes que Zoé était en train de poser n'étaient pas en phase avec l'Assemblée provinciale et consort, parce que je pense qu'il a un programme qui a été approuvé par l'Assemblée provinciale, qui en principe doit dégager des moyens, sinon le gouvernement, le pouvoir central. Mais d'où Zoé tire l'argent qui lui serve à bâtir. Donc je crains fort que ce soit un blanchiment d'argent. Donc c'est-à-dire que Zoé a quelque part là de l'argent sale, il prête ça à la province, sous peut-être des pseudos et consorts. Donc la province s'endette, blanchit cet argent et lui se fera payer l'argent propre par la suite. C'est ça aussi le problème. Où est-ce que, qui a financé Zoé pour bâtir toutes ces écoles? Pourquoi ce développement à sens cynique? C'est ça aussi le problème. Merci beaucoup. On va se limiter là pour aujourd'hui, cher Moïse. Mais vous êtes d'avis aussi que la gestion de nos provinces aujourd'hui pose problème. Il y a au moins 7, si pas 8 provinces qui sont sans gouverneur. Oui, mais vous savez que ce découpage territorial qui a conduit à 26 provinces, vous savez que d'abord Kabila lui-même, dans son discours à la nation du 9 décembre 2009, il y avait renoncé parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de ressources pour pouvoir le faire, et que nous sortions de la guerre, il y avait encore des forces centrifuges qu'il ne fallait pas le faire. Subitement, en 2015, Kabila y va. Et en même temps, je crois que Bouchab est vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Bouchab, dans un atelier de restitution du musée de Tervueren à Itisco, dit que non, c'est une décentralisation sans moyens. Mais qu'est-ce qui vous a poussé sans moyens à aller vers ce que vous avez énoncé? Donc, ce découpage territorial, cette décentralisation était beaucoup plus politicienne que quelque chose tourné vers le développement de ces contrées-là. C'est-à-dire, je n'ai pas peur de le dire, ou je ne peux pas me voiler la face, selon certains chercheurs et consorts, le découpage a été précipité en 2015 parce qu'il fallait faire barrage à principalement deux personnes. C'était Moïse Katumbi
et qui est Gabriel Kyungu, parce qu'il fallait le priver des assises territoriales. Alors Moïse, il y a des gens qui estiment qu'aujourd'hui, après cette expérience, ça probablement, je vais parler comme Léon Mbou, brillamment échoué, il n'y a pas moyen qu'on mette un break et on revient aux anciennes provinces. Mais vous savez qu'il y a eu même une étude qui a été faite sous la houlette du ministère de la décentralisation à l'époque. À l'époque, le ministre était Moussa Nyamouchi. Il y a eu une étude menée conjointement avec le PNUD, beaucoup d'organisations. Et on avait conseillé au gouvernement congolais d'y aller mollo. De prendre, il y avait quand même certaines provinces qui étaient viables, notamment ou principalement les Katanga et Turi. On commence d'abord par 2 ou 3 provinces et puis on va y aller au fur et à mesure et comme ça. Mais ça, la politique de cette époque-là n'a pas voulu. Merci. Parce que il y avait des élections qui venaient, il y avait des problèmes politiciens à résoudre, et voilà, on y est allé, et c'est un échec aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte pour pouvoir s'arrêter et essayer un peu de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Très bien. Donc, je crois bien. De Nord Kivu en Ituri et de l'Ituri à Goma, Constant Ndima n'ira plus en Ituri. Il ira cette fois-ci à Goma avec son jeune frère Benjamin Alongaboni. John Luboya Nkashama, lui, n'ira plus à Goma dans le Nord Kivu, mais il ira en Ituri. Moïse Moussangana, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, j'ai appris par la voie des ondes, comme tout le monde, qu'il y a eu des erreurs dans l'ordonnance ou les ordonnances de nomination. Ben, je pense, quant à moi, c'est ce qu'on appelle en communication politique la vérité vraie, donc celle qui est communiquée. Mais je ne pense pas que ça soit cela. Mais je crois qu'on a voulu, il y a peut-être un petit détail qui avait échappé au président de la République, c'était le fait que Johnny Luboya, il vient du RCD, qui avait eu toute une histoire avec la province du Nord Kivu. Je crois qu'il fallait le permettre d'aller dans l'Ituri. Et l'autre qui était là-bas, qui était du MLC, le MLC il y avait aussi cette partie-là, Nord Kivu, dans le temps, et l'Ituri comme terrain de prédilection, à un moment donné, je crois qu'il fallait permettre. Je crois que c'est ça qui... Mais ça devrait être fait à l'état-major général, ça devrait être fait à la maison militaire, ça devrait être fait au ministère de la Défense. C'est bien dommage, mais je crois que c'est là, n'altère en rien la volonté ou la détermination du président de la République pour pouvoir mettre fin à cette situation de guerre au Nord Kivu, ou à l'Est, parce que l'agitation consécutive à sa mesure portant état de siège fait voir comment beaucoup de gens qui ont utilisé la situation de l'Est comme fonds de commerce, comme instrument politique, sont en émoi. Vous savez que autour de cette guerre s'est bâtie toute une économie, il y a des ramifications de l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, je crois que ça serait un problème d'éthique ou de déontologie si je disais que quand je vois le reportage de certains confrères, pour ne pas les citer, France 24, son reportage d'hier, vous voyez que c'est un reportage orienté, on n'a plus que des opinions qui sont contre la mesure du chef. C'est leur choix rédactionnel, hein? Ou c'est leur choix rédactionnel, mais cela ne m'empêche pas de donner une opinion là-dessus. Vous suivez RFI, TV5, c'est vraiment... Oui, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là-dessous, il y a cette guerre de l'Est, comme je dis, a des ramifications sur le plan international. Il y a toutes ces multinationales et consorts qui ne sont pas contentes de la mesure qui est prise, parce que ça risque de sonner la fin de la récréation à l'Est. Ça va faire que l'ordre revienne
dans cette partie de la République, et que quand même l'exploitation minière continuera, mais que ça se fasse suivant des règles bien codifiées comme ça. Donc les gens ont peur de ça, j'ai l'impression. Il y a même aussi... Moïse, la guerre, comme vous le dites, hein, la guerre, elle est aussi médiatique. Hein, quand vous suivez tous ces médias, je me demande si... en dehors de CCTV ou d'autres médias, la RTNC fait aussi pareil. Je crois que les confrères, le ministre Mouyaya devrait peut-être interpeller ceux qui gèrent ces médias publics. Mais il y a aussi l'implication, parce que vous citez des médias, des confrères, mais dans ces reportages, dans ces papiers, c'est des Congolais, des Goma, qui parlent en mal de ces généraux, de ces militaires, promis pour aller mettre fin à l'air calvaire. Oui, mais c'est ça. Donc, il y a lieu de se demander ce que les Congolais veulent réellement. Est-ce que les Congolais veulent qu'on mette fin à cette situation de guerre, ou les Congolais veulent que cela continue pour qu'ils trouvent toujours des sujets à commentaire? C'est ça le problème. Je te dis ici que cette guerre-là, c'est aussi utilisé comme un outil politique. Il y a des gens qui valent au prorata du bruit qu'ils font sur cette guerre. Ouais. Il y a des gens qui valent. Et il y a des gens qui deviennent les leaders parce qu'ils vocifèrent à longueur de journée sur le média, condamnant cette guerre et comme ça. Donc, et les gens pensent que c'est... Donc, il faut entretenir la guerre, oui, synonyme de l'échec sur le plan sécuritaire de M. Félix Tshisekedi. Donc, on va chercher peut-être l'alternance, l'alternative. Donc, voilà. Donc, dans cette guerre, comme je disais, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts politiques, il y a même des intérêts humanitaires là-dedans. Parce que plus que cette guerre-là dure, plus qu'il y a des intérêts humanitaires. Et quand il y a des intérêts humanitaires, il y a aussi des populations localement là qui tirent des ressources. Mais les populations là comprennent que bon, peut-être cette situation de trouble, cette situation d'insécurité, nous, à Kinshasa, nous pensons que c'est une insécurité, mais eux pensent que c'est une situation normale. Sur base de ça, ils peuvent faire citer les minerais. Mais ils vont comprendre, ils vont se dire, bon, si cette guerre prend fin, comment nous allons vivre? Mais c'est ça, mais c'est ça. Quand je dis qu'il y a toute une économie qui s'est bâtie autour de... C'est là ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens tirent des ressources pour leur survie dans cette guerre-là. Ils se disent que, mais finalement, si cette guerre part, comment? Moi, ma maison aujourd'hui est louée peut-être par des humanitaires qui me payent peut-être 2 000, 3 000, 5 000 dollars. Si cela se termine, qu'est-ce que je vais faire de cette bâtisse? Alors, moi, voilà un peu là, c'est un peu cynique. Ça, il faut le dire, c'est un peu cynique. On voit même tout, je regrettais, j'ai soutenu, je me rappelle bien quand j'étais encore DG de CKTV, j'ai fait la promotion de Lucha sur CKTV. Mais j'étais navré d'apprendre que Lucha aussi s'inscrivait en faux contre la démarche du chef de l'État. Donc je vous dis qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire-là. Mais ça fait bouger quand même quelque chose. Quand je vois... Mais sur le plan du mental, hein? Oui, quand je vois de personnalités comme le cardinal Monsengo, Léon Kengo, Bochab, Louaka, Kabitatu, se réunir pour pouvoir enfin... Une première. C'est une première. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de changer. Mais c'est ici aussi, je dois aussi profiter pour quand même... dire quand même à certains hommes politiques qu'ils doivent avoir le sens de la mesure. Je parlais par exemple du duo Fayoulou et Mouzito. Ils ont fait une déclaration dans laquelle ils parlent de l'amateurisme du chef de l'État, qu'ils disent que non, ce problème, c'est l'illégitimité. Le problème de légitimité. Oui, et l'infiltration de l'armée. Ok, nous tous, nous voulons que les choses soient légitimes et comme ça. Ça fait 2 ans et quelques mois qu'ils se battent pour la légitimité. Et je voudrais savoir, cette légitimité viendra quand? Mais en attendant cette légitimité-là, les gens vont mourir. Et ces gens qui sont en train de mourir là, c'est sous quels droits fondamentaux? C'est ça aussi le problème. Et quand on parle de l'infiltration de l'armée, est-ce que cette infiltration de l'armée a commencé à l'avènement de Félix? Date de l'avènement de Tshisekedi, ou remonte même à Mobutu? Alors,
vouloir que Tshisekedi termine cette histoire d'infiltration, alors que Tshisekedi vient même d'une guerre avec Kabila, lui, il faut le dire. Il était presque paralysé pendant 2 ans avec la coalition FCC. Et comment pouvait-il s'en sortir dans cette affaire? Je crois que ça, ce sont des déclarations que les hommes politiques doivent s'interdire à un moment donné. Nous devons nous considérer, parce que j'ai lu un livre du professeur Biyoya, de résumé-mémoire. Oui, oui. Un autre moyen d'avoir la paix en RD Congo. Biyoya fait un peu un parallélisme entre la situation du Congo. Il a écrit ce livre en 2003, donc à la veille du dialogue intercongolais, et la situation en Allemagne. L'Allemagne, qui est un pays vaincu pendant la Deuxième Guerre mondiale, un pays occupé, elle consort, c'est divisé en deux. Vous avez une partie l'Allemagne de l'Est, oui, entre les mains des soviétiques, une partie entre les mains des Américains et ses alliés les Français et consorts. Mais vous savez, la France, qui était l'ennemi d'Allemagne, parce qu'ils se sont battus depuis des années, et il y avait aussi en cause pour ces guerres-là, il s'est disputé le bassin minier dans la Ruhr et consorts. Mais la France avait pensé que c'était maintenant un moyen pour dominer l'Allemagne et dominer par-delà l'Europe. Mais les Américains, qui étaient le maître du jeu, ont joué une autre carte. Je crois que c'est la carte peut-être qu'ils essaient peut-être de jouer au Congo aujourd'hui en s'écartant de cette idée de balkanisation. Ils disent non, il faut reconstruire la nation allemande. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui a fait que, en ce moment-là, la France qui trouve qu'elle n'est pas soutenue par les États-Unis, et la France a besoin, son protégé c'est les États-Unis, la France joue le jeu en faisant en sorte que la France et l'Allemagne soient le moteur du développement en Europe. Aujourd'hui, c'est une réalité aujourd'hui. Je crois que nous devons penser les choses autrement. Qui pouvait penser, quand on va en Allemagne, vous avez les grands partis SPD et CDU, qui sont des adversaires politiques, mais quand il n'y a pas de majorité, ils trouvent que la nation est en danger, ils se mettent en coalition sans problème. Je crois qu'il faut un peu de réserve, un peu de retenue pour nos hommes politiques. Donc, ils ne doivent pas faire leur show sur le dos des populations. Voilà ce que je peux dire. Sur des cadavres, hein, des gens. Alors, on va peut-être prendre l'aspect du profil de ces éléments qui ont été promis. L'état des sièges, c'est-à-dire quoi? Et même le mode opératoire, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment expert en la matière, c'est-à-dire c'est des gouverneurs militaires et des vice-gouverneurs des policiers. Ça change quoi dans le mode opératoire de la guerre? Parce qu'il faut multiplier les troupes, il faut envoyer, par exemple pour le Nord Kivu, on n'a qu'un seul chef, Redoka ou Redok. Est-ce que lui seul, il peut faire les analyses, parce que c'est une guerre de renseignement? Faudrait-il pas ajouter encore plus de 5 Redoka, Redok au Nord Kivu, 5 encore, comme ça, ensemble, ils peuvent faire des analyses et proposer des solutions. Qu'est-ce qui va changer finalement? Je veux, avant de répondre à votre question, je veux revenir sur un fait qui ne date pas depuis longtemps, parce qu'il y avait une des émotions contre Bamanissa. Jean Bamanissa, oui. Et parmi les griefs à charge de Bamanissa, qu'est-ce qu'il y avait? Notamment l'incapacité de ramener la paix en Ituri. Donc grief, à ces griefs-là... Bamanissa avait dit que cela relevait du pouvoir central. Du pouvoir central. Donc, vous comprenez qu'il y a des choses qui, dans la situation qui est celle de l'Est, qui demandent des actions rapides, qui ne demandent pas tous les tralala au niveau des assemblées provinciales et comme ça. Donc c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle même tout ce qui est administration, assemblée provinciale, tout ça est un peu suspendu, mis un peu en frigo pour essayer de faire avancer la cause. C'est-à-dire qu'il faut quand même un certain contexte
pour pouvoir mener cette offensive dont le président a dit qu'elle sera, alourdir la machine. Qu'elle sera foudroyante. Et donc, ça veut dire qu'il faut le président et l'armée se met en situation de guerre, et nous sommes en situation de guerre. Et quand on va en guerre, est-ce qu'on va laisser la population jouir de tous ces droits qui sont reconnus dans la Constitution? Je ne pense pas. Il y a quand même des droits fondamentaux qu'il faut préserver à tout prix, mais il y a certains droits dont la population peut être privée en ce moment-là pour essayer de faire avancer la chose. Acceptons par exemple que les forces armées s'engagent sur le terrain et ils trouvent devant eux des élèves qui sont en train de manifester parce qu'ils réclament l'arrivée du président de la République dans leur coin. Ça serait un carnage. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre certaines dispositions pour essayer de permettre aux éléments engagés dans cette opération militaire de se déployer comme il se doit. Mais c'est une mesure qui va durer 30 jours renouvelables. Ouais. Mais ce qui m'enchante un peu dans cette histoire-là, c'est quoi? C'est un peu la détermination, la volonté politique du leadership au pays. C'est ça qui est important. Donc au moins, on sait qu'il y a quelqu'un qui veut y aller. Bon, la méthode peut peut-être ne pas paraître bonne, mais quand même, on essaye. On essaye parce que pendant... Et si on échoue, on rectifie. On rectifie. Voilà. On rectifie. Donc, je crois que ce qui est important, c'est ça. Cette décision politique. On va cette volonté politique déterminée avec une situation qui n'a fait que durer. Une situation, comme vous veniez de le dire, Serge, qui devenait normale. Merci beaucoup, Moïse Moussangana. Je rappelle que nous sommes sur Kiosque et CCTV, c'est le dernier mot de la semaine. Hein. On est là du lundi au vendredi, de 9h30 jusqu'à 10h15. 45 minutes d'analyse, de débat, des émissions, de grands titres d'actualité. On parlait tout à l'heure de la question de l'état des sièges, ces changements, ces petits réménages au niveau même de la nomination. C'est vrai qu'il faut se préparer. Moïse l'a dit, il a répété, la guerre, elle n'est pas que militaire, la guerre est aussi médiatique. Vous allez voir demain Human Rights Watch, vous allez voir demain International Crisis Group, vous allez voir demain tel ONG pour dire, il y a eu massacre, il y a eu ceci. Nous Congolais, vous devez vous préparer, nous devons nous préparer. C'est notre pays et nous devons protéger ce pays. Le bon Dieu nous posera la question, qu'avez-vous fait de ces pays, qu'avez-vous fait de cette richesse que je vous avais donnée? C'est une guerre, non pas pour Félix, c'est une guerre pour l'ensemble de la République et nous devons nous lever. Moïse l'a dit ici, il y a des ramifications économiques, des ramifications politiques et des ramifications au niveau interne tout comme externe avec des multinationales. Donc ça ne sera pas facile. Il faut aussi prier. C'est une autre dimension. Pour nos éléments. Vous sollicitez la parole. Pardon? Vous sollicitez la parole. Oui, j'ai sollicité la parole pour dire que, d'ailleurs, vous avez vu dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des communications qui vont même au découragement des militaires. Ouais. Non, voilà, les militaires kenyans qui vont venir, ils vont toucher $2000, tandis que les nôtres touchent $100. Vous voyez comment c'est la démobilisation. On est en train de jouer avec. Et pour ceux qui ont fait les cours d'anti-terror ou de contre-terror, ils savent bien qu'il risque même d'y avoir des massacres encore plus spectaculaires. Ça, il faut se préparer. Ils ont fait ça à quoi ces médias-là. Donc, il y aura des massacres encore plus spectaculaires pour frapper le moral de la population et frapper même le moral des troupes. Donc, je crois qu'il faut se préparer à tout cela. Mais il faudrait de l'anticipation dans la communication gouvernementale et comme ça. C'est ça, il faut de l'anticipation. Merci beaucoup. Donc, ils doivent savoir comment couper le coup à la rumeur et comme ça. Donc, très bien. Parce qu'on les voit déjà, hein, vous suivez les médias là, ils disent non, en RCA, les mercenaires russes ont tué, ils ont fait ceci, c'est toujours comme ça. Et nous sommes des journalistes, nous connaissons le mode opératoire, nous connaissons quand ça commence comme ça, ça va finir comme ça. Donc il faut déjà se préparer avec des médias, avec des journalistes congolais dévoués pour l'intérêt du Congo, qui doivent aller aussi au front.
pour montrer l'autre visage de ce que font nos forces armées. Un mot sur cette longue liste de l'IGF, je ne sais pas si elle est authentique ou elle ne l'est pas. On cite des ministres, des DG, des parlementaires, des gouverneurs. Hein. C'est vraiment une liste interminable, franchement. Oui, bon, il faut dire que je salue d'abord le travail que fait l'IGF. Oui, avec son responsable numéro 1, Gilles Angueleté. Mais j'ai toujours dit que je n'étais pas toujours pour un peu plus de publicité. Oui, ça c'est comme dit, c'est du chantage. Ouais, mais je pense que peut-être cette publicité-là ne vient pas de lui forcément, mais vous savez que les courriers passent par différents services, que ce soit judiciaire ou institutionnel, et que à tout moment les gens peuvent soustraire tel document, tel ou tel autre document, et essayer d'anticiper. Mais ce que je voudrais dire, c'est que... Il ne faut pas jeter l'honneur des gens en pâture. Il ne faudrait pas avoir déjà sa victime, on dit passer ma tata, c'est elle, il faut... Ils sont présumés. Non, c'est quand même pas bien. On dit Tambo Mwamba, mais il y a quand même un rapport sur le Sénat, que la justice puisse interpeller ces gens. Ils sont présumés innocents jusqu'à après. Tout comme présumés coupables aussi. Mais ce qu'il faut saluer dans ce que l'UGF est en train de faire, est que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils doivent savoir qu'ils sont redevables, pas seulement devant les institutions, mais devant aussi la population. Et que ce qu'ils sont en train de poser comme acte aujourd'hui va les poursuivre juste demain. Parce que si ces gens avaient posé des actes héroïques, si ces gens avaient posé des actes, des actes salutaires, je ne crois pas qu'ils seraient traqués par l'UGF. S'ils sont traqués par l'UGF, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas voulu être orthodoxes dans l'exercice de leurs fonctions au service de la nation. Merci beaucoup Moïse Moussangana, merci à vous chers téléspectateurs. Cette émission est terminée, nous encourageons nos forces de défense et de sécurité. Nous allons désormais nous comporter comme des journalistes français. Vous savez, quand l'équipe de France joue, vous savez comment les journalistes français font les commentaires du match, hein? Un peu comme Kaboul fait les commentaires en bien quand les Léopards sont à quelques minutes de la qualif. Donc désormais, l'émission aussi connaîtra une partie d'état de siège, une manière pour nous d'accompagner nos forces de défense et de sécurité dans cette tâche. Et surtout que pour nous, personnellement, nous avons des frères des sangs qui ont été promis pour mettre fin et endiguer cette insécurité qui n'a fait que durer. Toute notre prière pour ces militaires, presque la plupart des ex-phases. Hein. Oui, disons qu'il faut saluer, il faudrait saluer l'initiative qui est prise pour quand même mettre fin à cette situation. On ne fait que se plaindre. Leurs prédécesseurs ont laissé la peau là-bas, hein, les Mamadundala, les Baouma et les autres. Oui, c'est-à-dire que il y avait aussi au sein de l'armée une situation qui n'était pas catholique, parce qu'on voit tout le monde qui a fait, qui a connu le fait d'armes, ces gens-là sont partis aussitôt après. Après des victoires. Oui, après leur victoire, ces gens sont aussitôt partis. Mais je crois que politiquement les choses ont changé. Je crois que sur le plan militaire aussi, les choses vont changer. Ce n'est pas en une année, en 2 ou 4 qu'on va bâtir cette armée dont on a besoin, une armée réellement nationale, véritablement républicaine, disciplinée. Mais je crois qu'au fur et à mesure, on pourra bâtir une armée s'il y a une volonté politique. Il faut que cette volonté soit là, parce que le pays doit exister. Merci beaucoup Moïse Moussangana. L'émission est terminée, hein. On se retrouve lundi. Michel sera là, même s'il n'est pas là, moi je serai là. C'est un dieu d'enfer pour vous accompagner chaque matin. Prenez bien soin de vous et très bon début de week-end à tous. Au revoir.